peut-être que vous êtes ici parce que actuellement vous vous sentez peut-être un peu démotivé ou peut-être fatigué, parfois un peu perdu ou encore en colère par rapport à votre projet. Et donc, quand on se pose ces questions, bah, finalement, c'est des questions qui nous donnent un thermomètre indirect et qui permettent un peu de jauger l'état dans lequel on se trouve à un instant T sur un projet qu'on a démarré. On n'est pas là pour parler simplement d'une mauvaise semaine, comme on a tous parfois, mais vraiment des moments où parfois on se dit, mais j'ai vraiment envie de tout arrêter, y compris même un rêve que je porte depuis toutes mes études. Et surtout, bah, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on fait pour tenir, comment est-ce que moi j'ai fait pour tenir et comment est-ce que à vous, eh bien, ça pourrait vous servir aujourd'hui. Est-ce que tu es à deux doigts d'abandonner? Voici comment moi j'ai dû et comment est-ce que toi aussi, eh bien, tu peux continuer. Alors, je vais vous parler donc un petit peu de mon histoire. Donc, comme vous le savez sans doute, je suis pharmacienne de profession, donc j'ai fait un doctorat en pharmacie, qui a été quand même des études extrêmement difficiles, mais que j'ai réussi. Et puis, en sortant de la fac, donc j'ai travaillé plusieurs années en tant que pharmacienne et je voulais acheter ma pharmacie. Ça, c'était mon rêve. Mon rêve initial, c'était avoir ma pharmacie. Sauf que, parce que je considérais la pharmacie non pas seulement comme un métier, mais c'était vraiment pour moi la possibilité, quand on a sa pharmacie, d'avoir sa propre autonomie et puis aussi une reconnaissance de toutes ces études qu'on a faites et finalement un projet de vie en entier, pas juste un métier. Et quand j'ai voulu acheter ma pharmacie, ben donc j'ai fait le tour des pharmacies et puis je me suis rendu compte qu'il y avait différents niveaux de pharmacie. Il y avait des petites pharmacies à 2 millions d'euros, des moyennes à 5 millions et des plus grosses à 10 millions. Et puis il y en a aussi des encore plus grosses. Et bah, en étudiant tout ça, finalement, je me suis rendu compte que comme on nous demandait quand même un apport assez important, hein, de 20 à 30%, et bien avoir une petite pharmacie, ça demandait quand même finalement, même sur une pharmacie à 2 millions de chiffre d'affaires, ça demandait un apport assez conséquent, hein, de moins quand même 300 000 euros. Donc là, c'était compliqué parce que quand on sort de la fac, évidemment, on n'a pas cette somme puisqu'on n'est pas rémunéré pour faire nos études. Et donc, je me suis dit, zut, et en plus, une petite pharmacie, bon, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. Mieux vaut une pharmacie moyenne de 5 millions, c'est plus viable sur le long terme. Je fais le calcul, j'avais un salaire à l'époque de 2 800 euros, et je me suis dit, oui, mais si je travaille toute ma vie en tant que pharmacienne, même en économisant tout mon argent, finalement, au bout de 20 ans, j'aurais toujours pas la somme nécessaire, ou alors je pouvais acheter une pharmacie vraiment qu'en fin de carrière. C'était pas forcément l'idéal pour mener un projet quand même assez conséquent comme ça de s'installer en fin de carrière. Donc je me suis dit bah il va falloir trouver une solution. Et cette solution c'était quoi? C'était bah je me suis dit il faut investir. Il faut faire fructifier cet argent. J'ai pas d'autre moyen. Donc je me suis de fait intéressée à l'immobilier. Et donc j'ai fait des emprunts, et donc j'ai acheté un appartement, puis ensuite je me suis dit bon rentabilité bof bof, on va acheter un immeuble à faire restaurer, donc voilà je travaillais avec des gars du coin, on a restauré l'immeuble et tout, c'était dur parce que le métier de pharmacienne plus restaurer des immeubles le week-end et tous mes congés, c'était très dur. Donc je faisais ces deux métiers-là en même temps. Et puis à force, bon bah effectivement les locations ont commencé à se faire et puis donc j'avais ce complément de revenus. Et là, oui, là, c'était déjà mieux pour pouvoir thésauriser, c'était mieux. Et puis, jusqu'au moment où j'ai fait finalement un burn-out, puisque c'est trop difficile de faire à la fois ce métier de pharmacien, plus l'immobilier à côté. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, bah, je me concentre que sur l'immobilier parce qu'il y a une possibilité d'augmenter toujours plus ses revenus que la pharmacie. Je suis cantonnée à mon salaire qui n'augmentera jamais. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est bien beau tout ça, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à faire aussi, hein, parce que l'immobilier, je vais pas pouvoir non plus me décupler à l'infini comme ça. Et donc, j'ai lu beaucoup de livres sur l'investissement, etc. Je suis arrivée donc dans la crypto, sur les salons d'investissement, et donc c'était l'étape d'après. Et je me suis rendu compte que donc j'arrive sur les salons, je rencontre des gens qui me présentent des projets où investir avec des rendements absolument alléchants. Je me dis, ouais, c'est incroyable, c'est vrai que les startups, c'est vraiment intéressant. C'était mon idée de base. Et donc, je décide d'investir beaucoup d'argent dans des startups. J'étais seule, je n'ai pas du milieu de la finance, je n'étais pas accompagnée. Et mes premiers investissements, bah, au bout d'un an ou deux, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas les meilleurs. Alors, quand je m'en suis rendu compte que l'argent investi allait sans doute être perdu, et que d'ailleurs, par la suite, j'ai appris la faillite d'une des boîtes dans laquelle j'avais investi, c'était une catastrophe pour moi. Parce que j'avais un vrai projet de vie, j'avais mis beaucoup d'argent. Et là, au lieu de que ça fructifie, cet argent était perdu. Donc là, ça a été compliqué. Et quand tu vois que cet argent ne pourra pas fructifier, c'est
compliqué, tu te dis: «J'ai investi dans des mauvais projets», tu as une remise en question de ta personnalité et là, tu te dis: «Mais j'arrête, c'est terminé, je n'investirai plus, c'est fini, j'arrête tout ça et j'oublie mon projet de pharmacie, j'oublie tout». Enfin, c'est tout, c'est fini. Vous savez, on entend souvent quand même parler que la majorité des projets, notamment dans le Web3, échouent et donc voilà. Les miens en faisaient partie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a pas seulement perdu de l'argent là, mais on a perdu confiance. Et ça, c'est le plus difficile. La perte de confiance en investissement dans mon cas, la perte de confiance dans les autres personnes, parce qu'on se rend compte que les gens mentent. Leur objectif, c'est un peu de vendre. Il n'y a pas forcément toujours l'honnêteté que moi j'attendais. Et finalement, on perd peut-être même presque confiance en soi-même. On se dit, mais j'ai rencontré les pires requins. Quand on vient d'un monde qui est dans le soin de l'autre et qui n'est pas ce monde-là, là vraiment, on veut arrêter. Je ne vais pas accepter l'idée d'avoir fait autant d'études pour en finir là, simplement à cause de quelques personnes ou quelques éléments dont je n'avais pas la maîtrise et dont je n'étais pas responsable. Donc, je décide de reprendre la main, à mon échelle, bien évidemment. Et puis, je me dis, ben, je vais aider d'autres personnes, d'autres investisseurs, d'autres entrepreneurs qui ont aussi une approche, comme moi, humaine avant tout, de s'orienter vers des bons projets. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer la boussole. L'idée, c'est de servir de guide pour vous. Et je suis pas là pour faire un plan marketing. Je suis là pour guider les gens qui nous rejoindront. Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà retrouvé au fond du trou après une histoire d'investissement ou d'entrepreneuriat? Tu peux me le dire. J'ai envie de le savoir. Et, et si je peux t'aider, je le ferai avec grand plaisir. Sache que ton expérience est légitime. Chacun d'entre vous, votre expérience est légitime et elle a tout intérêt à être partagée. C'est des échecs que naissent les plus grandes victoires. Alors, je vais vous parler maintenant des 4 piliers de la résilience. La résilience, ça n'est pas un trait de caractère qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est une compétence qui est faite de plusieurs ingrédients bien précis. Et je vais vous donner les 4 ingrédients qui m'ont permis à moi de m'en sortir et qui reviennent finalement dans toutes les études sur le sujet et pas seulement dans mon histoire. Alors le premier pilier, c'est le sens. La résilience, ça n'est pas de serrer les dents tout le temps sans raison. C'est vraiment de se rappeler pourquoi est-ce que ce qu'on fait compte. Et justement, précisément, dans les moments où on ne sait plus pourquoi on continue. C'est dans ces moments-là qu'on doit se rappeler le sens de ce qu'on fait. Et ça, c'est très important. La première chose que vous devez faire lorsque vous commencez à vous investir dans un projet, c'est de vous dire pourquoi est-ce que je fais ça? Quel est le sens du projet que je crée? Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je me situe dans 5 ans, dans 10 ans, dans 1 an? Et de garder toujours cet objectif en tête. C'est ce qui vous fera tenir dans les moments les plus compliqués. C'était de refuser d'avoir fait toutes ces études pour arrêter là. Vous, quelle est votre version de ce que je viens de vous dire? Moi, c'était non. Je décide que j'ai pas fait tout ça pour rien. Est-ce que vous, il y a des éléments que vous refusez d'accepter comme une fin à votre histoire à vous? Ça m'intéresse. Ensuite, le deuxième pilier de la résilience, c'est le soutien. Vous savez, la résilience solitaire, ça existe vraiment rarement. Parce que quand on est vraiment au fond du trou, quand on touche le fond, quand on est isolé, vraiment isolé, sans personne pour nous dire ça n'est pas de ta faute, c'est très compliqué. C'est toujours un moment très charnière où là vraiment on risque de plus pouvoir remonter. Donc le soutien, dites-vous bien, ça n'est pas une faiblesse. Il y a parfois des personnes, c'est mon cas, qui refusent parfois l'aide ou le soutien par peur de paraître faible. Dites-vous bien que c'est un argument, que c'est un ingrédient qui a été scientifiquement documenté comme faisant partie de la résilience. Donc sans soutien, on tient pas le coup. Il y a un concept qu'on appelle le locus de contrôle. En fait, c'est quand on se sent responsable de tout ce qui nous arrive, y compris ce qu'on ne contrôle pas. Alors ça, ce concept-là, locus de contrôle, notez bien, c'est quelque chose qui épuise et qui isole. Une partie de la résilience, justement, eh bien, elle va consister à distinguer ce qui dépendait de nous de ce qui ne dépendait pas de nous. Ensuite, le troisième pilier de la résilience, c'est l'action. Alors, même si cette action est minuscule, elle compte. Vous savez, ça n'est pas la motivation qui revient en premier. Quand on est au fond de tout, la motivation n'est plus présente. Et donc, ce qui revient, c'est vraiment une toute petite action, décider par exemple d'aider quelqu'un, même une seule personne,
c'était mon choix, qui finalement vient nous ramener du sens et de l'énergie après avoir sombré et pas avant. La motivation, souvent, elle va suivre l'action. C'est le fait d'avoir décidé d'agir pour aider quelqu'un, dans mon cas, qui va faire que je vais être motivée à continuer. La motivation va pas précéder l'action. Oui, on peut être motivé au départ, mais si on n'agit pas, la motivation s'en va. Par contre, quand on commence à agir, faire une petite chose de rien du tout, et qu'on voit forcément un retour, ou même si on n'a pas, eh bien, pas immédiatement, au moins on a appris des choses, eh bien là, on sent que la motivation revient. Qu'est-ce qui serait, pour vous, pour toi, la petite action possible que tu pourrais exercer dès aujourd'hui sur la décision qui te pèse actuellement? On ne cherche pas là à franchir une grande étape. On cherche la première petite action pour t'aider à retrouver par la suite ta motivation. Réfléchis bien, note-le et on en rediscute juste après. Ensuite, le quatrième pilier de la résilience, c'est l'autocompassion. Être résiliente, ça n'est pas du tout ne jamais vouloir abandonner. Bon, il y a des fois où on a envie d'abandonner. C'est normal, c'est humain. Pas des robots. Parfois, on veut arrêter. Mais quand on a envie d'abandonner, mais qu'on continue quand même, c'est là qu'on est résilient. Et surtout, il faut le faire, il faut continuer sans se juger d'avoir eu cette envie de vouloir arrêter. D'accord? On n'est pas dans l'auto-jugement, c'est normal. On est humain, on a des ressentis. Il faut les accepter simplement. Il y a des personnes qui vont doublement s'épuiser. C'est-à-dire que une fois qu'il y a une difficulté, bon bah finalement ils se fatiguent, ça peut être normal. Mais en plus de ça, ok c'est difficile, ça nous fatigue, c'est dur, mais en plus de ça, je culpabilise moi-même de trouver que c'est difficile. Bon, c'est intenable. Sur le long terme, c'est intenable. On peut trouver que des choses sont difficiles, c'est normal. On ne sait pas tout faire. On n'est pas des intelligences artificielles. On n'est pas voilà des robots. Il y a des choses qui peuvent nous paraître plus compliquées que d'autres, et on n'a pas à se juger de ça. On n'a pas à culpabiliser pour ça. Donc c'est pour ça que c'est important de pratiquer l'auto-compassion, c'est-à-dire je ne me juge pas pour le fait que parfois je trouve que c'est compliqué. C'est ce qui va aussi permettre de pas se décourager trop. Alors, maintenant que j'ai présenté du coup les 4 piliers fondamentaux de la résilience, essayez de réfléchir un petit peu à celui qui vous manque le plus actuellement. Est-ce que c'est le sens de votre projet? Est-ce que c'est le soutien autour de vous, de personnes de confiance, de personnes de qualité qui vous tirent vers le haut? Est-ce que c'est l'action? Voilà, peut-être vous visez trop haut, peut-être qu'il faut juste simplement viser une toute petite étape, mais au moins faire quelque chose. Ou est-ce que c'est le manque de douceur avec vous-même? Le fait d'être trop dur avec soi-même, ça peut, au contraire, nous bloquer plus que nous faire avancer. Donc je vous laisse répondre. Et là maintenant, je vais passer sur un petit exercice de coaching qu'on va faire en direct. Vous allez ressentir un peu ce que c'est que d'être accompagné par quelqu'un qui vous soutient. On va faire un petit exercice. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre un papier et un stylo. Éventuellement, si vous n'avez pas ça sous la main, vous pouvez noter dans votre téléphone. C'est quelque chose de personnel. Et donc, ça n'a pas forcément besoin d'être partagé, mais si vous souhaitez le faire, il n'y a aucun souci. Alors, le premier exercice qu'on va réaliser ensemble, c'est de s'imaginer le pire scénario qui puisse vous arriver, le pire scénario réaliste, bien sûr, qui puisse se produire. Vous allez penser à la décision que vous repoussez depuis déjà trop longtemps et vous allez l'écrire en une phrase précise. Donc pas juste « je dois changer ma vie », vous comprenez bien que c'est un peu trop évasif, mais vraiment quelque chose de vraiment concret, de vraiment précis et si possible de le dater à la date d'aujourd'hui ou de vous fixer un objectif dans un instant à court ou long terme. Je vous laisse faire ça. Alors, je pense que c'est bon. Maintenant, vous allez écrire la deuxième étape, maintenant que vous avez noté ce scénario absolument le pire scénario qui puisse arriver, c'est d'écrire. Eh bien, si cette décision échoue, vraiment, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Pas le pire cauchemar imaginable, vraiment le pire scénario réaliste. Je vous laisse écrire ça. Et enfin, donc vous écrivez, dans ce cas, comment est-ce que je pourrais m'en remettre concrètement? Je vous laisse noter. La plupart du temps, eh bien, quand on écrit cette troisième réponse, comment est-ce qu'on peut s'en remettre concrètement? Eh bien, déjà, ça fait un peu baisser la peur d'un cran. Et ça n'est pas magique, finalement. C'est simplement que la peur, c'est quelque chose qui vit un peu dans le flou
et que cette peur, eh bien, elle vient rétrécir dès qu'on la rend concrète. Ce que vous venez de faire en 5 minutes seulement, eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble chaque semaine dans la communauté que j'ai créée, qui s'appelle la boussole. Donc, il y a une notion que j'aimerais vous nommer explicitement, c'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Donc, en fait, c'est une technique qui est validée en psychologie pour réduire l'anxiété face à une décision en remplaçant, en fait, tout ce flou anxiogène par des faits qui sont précis. Alors, c'est noté ici, la restructuration cognitive. Alors, j'aimerais savoir si cette peur que vous avez en vous a changé d'intensité en faisant cet exercice. Et vous pouvez noter l'intensité de votre peur de 1 à 10 avant et après avoir fait l'exercice. Et ça, c'est si vous le voulez bien. Ça vous permet de matérialiser ça. J'aimerais qu'on continue à jouer un petit peu cette aventure ensemble. J'ai créé un groupe Telegram qui est gratuit. L'idée, c'est déjà qu'on bâtisse ensemble une relation de confiance. Et vous voyez, ce qu'on vient de faire ensemble pendant 5 minutes, eh bien, c'est un tout petit aperçu de ce que l'on peut faire ensemble, mais régulièrement sur des thématiques différentes. Donc, moi, là, je suis simplement là pour vous inviter, si vous le souhaitez, à rejoindre cette communauté qui se nomme La Boussole, que j'ai créée. Et donc, j'ai mis un lien, j'ai mis un QR code. Vous pouvez rejoindre le groupe Telegram, il est gratuit. Vous pouvez scanner le QR code avec votre téléphone. Ici, dans ce groupe, je vais partager des conseils. On va continuer à échanger ensemble. Vous pouvez poser des questions. Et puis, vous serez informés aussi des prochains lives que j'organiserai, comme celui-ci. Donc voilà, je vous laisse scanner le QR code. J'y mettrai le replay du live. Ce qui compte le plus vraiment pour moi, c'est que vous ne restiez pas seul face à ce qui vous pèse au fond de vous. Donc, que ce soit avec moi ou que ce soit avec d'autres personnes, l'idée, c'est de ne pas rester seul. Donc, je vous remercie. Merci d'avoir été là. Merci pour votre confiance. Et puis, je vous dis à très, très vite. Merci beaucoup. Merci.